Ok, dernier talk de la journée. Si vous cherchez une chaude ambiance, vous êtes visiblement au bon endroit. On va parler d'architecture modulaire et de clean et modulaire avec Benoît Fontaine. S'il vous plaît, pour le lancer, je vais vous demander des applaudissements. Merci. Alors, on va revenir un petit peu dans le passé. Le 28 février 1995 marque une date cruciale dans l'histoire des projets d'envergure. En effet, cette date est le symbole de méthodes obsolètes, incapables de gérer la complexité des projets toujours plus importants. Je parle bien évidemment ici là, de l'aéroport de Denver. Donc, l'aéroport de Denver sort le 28 février 1995 avec 16 mois de retard et un budget qui passe de 1,7 à 4,9 milliards de dollars. Comme ça, juste comme ça. Les sciences cognitives nous le prouvent, nous sommes incapables de gérer des projets d'une telle envergure. Et les projets, on le sait tous, deviennent de plus en plus complexes. Bref, du coup, moi c'est Benoît Fontaine, je travaille chez Septéo, donc un groupe d'édition de logiciels. On fait des logiciels pour les notaires, les avocats, l'immobilier, enfin tout ça. Vous pouvez me voir sur Medium et sur LinkedIn. Cette présentation fait suite à deux articles que j'ai écrits, un sur la clean architecture et l'autre sur le BDD, Behavior Driven Development. Là, ce que je vous propose, plutôt que de paraphraser les articles, c'est de prendre de la hauteur, expliquer un petit peu l'histoire, expliquer un petit peu le pourquoi, et rentrer petit à petit dans le détail. Donc on revient un petit peu dans l'histoire. Donc 95 est passé, 1996, il y a la société Chrysler qui travaille sur un projet qui s'appelle le C3, donc Chrysler Comprehensive Compensation System. Donc c'est un logiciel qui doit retrouver tous les avantages sociaux de tous les employés de Chrysler. Je vous laisse imaginer la quantité de boîtes qu'il y a dedans, la quantité d'avantages sociaux différents qu'il y a dedans. Donc c'est très compliqué. D'ailleurs, ils ne s'en sortent pas. Ils font appel à lui, Ken Beck. Je pense que beaucoup le connaissent. Et il s'est dit, bah tiens, ce projet-là, c'est intéressant. J'ai quelques hypothèses sur des trucs auxquels j'ai pensé, genre le TDD, le pair programming et la CI, par exemple. Le projet, un an après, sort 2 versions, quasiment coup sur coup. Donc, c'est plutôt une réussite. Et ça lui permet d'écrire sur ce qu'il appellera ensuite l'extreme programming. Donc, il faut vraiment retenir, l'extreme programming, c'est la base de l'excellence logicielle d'aujourd'hui. La première fois où on entend parler de software craftsmanship, c'est en 2001. Pete McBrain sort son livre Software Craftsmanship, The New Imperative. Il y parle beaucoup du développeur comme individu, non pas comme un cracheur de code, mais vraiment comme un artisan, presque un artiste, vraiment dans le sens noble du terme. Il parle beaucoup d'apprentissage continu, de dialogue serré avec le métier, de la bonne compréhension. Il y fait aussi une critique très vive du CMMI, et tout ce qui est cycle en V, RUP, FUP, tout ça. 2004, donc un petit peu plus tard, Eric Evans sort son livre Domain Driven Design, issu de tous ses déboires dans le développement logiciel. Le Domain Driven Design, en gros, c'est quoi? C'est rendre le cœur du métier au centre de l'application de façon presque agnostive de tout framework. Le principe de base, il est là. Et ça donnera naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la clean architecture et l'architecture hexagonale. Un petit peu plus tard, en 2006, Dan North, un passionné de TDD, il adore ça. Par contre, il trouve qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre le métier et le développeur, même en pilotant ce développement par les tests. Donc, pour réduire les malentendus, il décide de créer un langage à part, qu'on appelle le Gherkin, qui permet de spécifier des tests de façon à les rendre beaucoup plus lisibles par le commun des mortels, dirons-nous. Et il base tous ces tests sur ce qu'on appelle des comportements applicatifs. Ensuite, entre les fin des années 2000, début des années 2010, Oncle Bob, donc Robert C. Martin et Ken Beck travaillaient beaucoup sur l'intégration et le déploiement continu. Le principe, il est simple, hein, jusqu'alors, on faisait notre application, et au moment de la mettre en prod, on serrait les fesses. On ne peut pas le dire autrement, hein, et puis ça a craché la plupart du temps, c'était compliqué, ça prenait des jours. Du coup, le truc, c'était de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que plutôt que de faire un déploiement à la fin, on fait des déploiements tout le temps, et on voit si ça marche. Le DevOps, lui, est plutôt venu après, avec l'avènement du cloud, et surtout l'infra as code.
Donc vraiment, c'est le rassemblement entre le développeur et l'Ops, donc le spécialiste de l'infra. Bien sûr, après, tu as eu le DevSecOps. Donc là, vous allez me dire, mais enfin, Benoît, tu devais parler de Clean Archi, tu m'as parlé de Craft, tu m'as parlé d'histoire, enfin, c'est quoi cette histoire? Et bien en fait, c'est très simple. Le Craft, normalement, ça devrait être notre objectif à tous. Ça permet de faire des applications qui correspondent vraiment aux besoins métiers, qui correspondent à tous les bons standards qui permettent d'avoir quelque chose de maintenable, d'évolutif, de modulaire, d'être plus proche du métier, d'être plus proche de ce qu'il faut faire réellement. Mais ça reste un objectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'atteindre du jour au lendemain, on ne peut pas se dire je vais faire une semaine de formation et puis je maîtrise le TDD, le BDD, tout ce qui est craft, enfin, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc il faut y aller par étapes, et du coup pour moi la première bonne étape c'est la clean architecture, c'est comme une première marche à franchir, et la deuxième c'est le BDD. C'est pour ça que je parlerai des deux ici. Du coup, la clean architecture, c'est quoi? La clean architecture, ça vient du domain driven design. Donc, c'est vraiment mettre le métier au centre pour rendre tout le reste un petit peu satellitaire, un petit peu modulaire. Donc, ça donne de la modularité à l'application. Ça permet d'être un peu moins fortement couplé avec nos règles métiers et de pouvoir développer un petit peu plus sereinement. Et ça rend aussi le code beaucoup plus testable. Si on réduit la clean architecture à sa plus simple expression, c'est ça. En tout cas pour du front, en Flutter. Okay, on a ici la couche UI, donc l'interface utilisateur, donc la connexion vers le client, en vrai. Le domaine qui, lui, concentre vraiment toutes les modélisations et les comportements métiers. D'accord. Et la couche data qui est le moyen de communication avec votre système d'exploitation, avec votre browser, avec vos API, enfin avec tout ce qui est infrastructure. Okay, si on va un tout petit peu plus dans le détail, donc on va zoomer un petit peu, la couche UI en fait est composée de 3 couches. Donc la première couche qui sont les widgets, forcément en Flutter tout est widgets, qui sont vraiment les écrans, enfin les interfaces. La partie bloc, qui est plutôt la gestion d'état. Okay, le bloc est pas obligatoire, on peut faire du MVVM, on peut faire du Viper, on peut faire ce qu'on veut. L'interactor, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Et dans la couche domaine, on a les use cases, qui sont les comportements attendus, et les entités qui sont votre représentation structurelle de votre métier. Et derrière, dans la couche data, bien sûr, les repositories et les DTO. Le DTO pour Data Transfer Object. Donc l'un, c'est les comportements, donc c'est quand il va appeler l'extérieur, et le DTO, c'est le modèle avec lequel il va communiquer avec l'extérieur. Et donc, comme je disais, l'extérieur, on a des API. Donc le core, j'entends là le core système, hein, l'appareil photo, les fichiers, ce que vous voulez. Et le third party, c'est si vous avez des choses extérieures. En anglais, le code mal écrit, on appelle ça rotten software, code pourri. Et la pourriture, enfin le nom est explicitement, enfin il y a un sens derrière, ce que je veux dire. En fait, c'est surtout pour le principe de ça a tendance à s'étendre, ça a tendance à voyager partout comme pour ces fraises où ça finit par tout pourrir. Et dans le logiciel, c'est la même chose. Okay, et du coup, ce qu'on va mettre en place, nous, c'est des ACL, donc Anti-Corruption Layer. C'est un petit peu comme si vous mettiez entre les fraises une feuille de plastique. Donc ça protège une couche par rapport à l'autre. Et donc dans le détail, ça donne ici l'interactor qui protège votre domaine de la couche UI. Vous avez vos protocoles. Alors après, on n'est pas obligé d'utiliser le pattern protocole, on peut utiliser d'autres patterns pour protéger le domaine de votre couche data. Et aussi à la fin, pour protéger votre couche data, vous avez des interfaces pour la communication extérieure. Un élément important dans la clean architecture, c'est l'injection de dépendance. Donc l'injection de dépendance vient du D des principes solides, dependency inversion, qui est le but, c'est d'éviter d'avoir des couplages forts entre vos objets. Et du coup, en inversant les dépendances, on enlève le couplage fort. Et l'injection de dépendance là-dedans va un tout petit peu plus loin. En tout cas, elle facilite les choses en mettant à disposition un référentiel d'instance. L'injection de dépendance, c'est rien de plus que ça. C'est un référentiel d'instance mis à disposition de tous les objets de l'application.
Et donc en Flutter, on utilise Getit pour personnellement avec mes équipes, on utilise Getit pour l'injection de dépendance. Donc ça marche plutôt bien. Et pour rendre le code plus lisible et plus maintenable, en tout cas dans sa partie documentation, on utilise Injectable qui permet de mettre, comme vous voyez ici, tous les petits décorateurs sur vos objets. Donc ici, on a un exemple de pattern factory, un exemple de pattern singleton. Donc pour rappel, le singleton garantit une seule instance dans tout le cycle de vie de l'application. Une factory vous garantit d'en avoir une nouvelle à chaque fois. D'accord ? On va essayer de faire du code là. Et donc comment ça fonctionne en vrai? Si je retrouve ma souris, elle est là. Hop. Je vais sur celui-là. L'injection de dépendance, ça fonctionne comme ça. On a un fichier dans notre fichier main qui lance l'application. On rajoute l'injection de dépendance ici, qui est définie ici. Ici, là, injection.dart, qui, elle, initie la partie injectable. Et comme on peut le voir ici, hop, on a ici du code qui est du code généré. C'est-à-dire que quand je vais dans mes injections de dépendance, ici j'ai un lazy singleton, ici j'ai un injectable, donc c'est un pattern factory. Quand je descends un petit peu plus loin, est-ce que j'ai d'autres choses? J'ai encore un autre lazy singleton. Et donc en fait tout ça est automatiquement renseigné là-dedans. Donc je vais vous le montrer si on peut. Hop. Donc là, je lance la commande build runner. Donc le build runner sur Flutter, c'est une commande qui permet de lancer tout ce qui est génération de code. Ok? Il a fini ou pas? Ouais, il a fini. Et donc, par exemple, ici, on voit... il est où mon singleton? Mon singleton, il est ici. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais l'enlever. Et donc, il régénère. Et normalement, il va finir par l'enlever. Voilà, il l'a enlevé. Ok. Et une bonne pratique sur l'injection de dépendance, c'est d'utiliser des... Alors normalement, on devrait utiliser des interfaces, mais comme Dart ne nous le permet pas, on utilise des abstracts. Comme ça, on peut implémenter deux éléments différents de votre abstract. Ça permet par exemple d'avoir un stub. Donc vous avez l'implémentation qui est dans un environnement de production, et vous avez le stub qui est dans l'environnement des tests. Un petit peu plus loin, en 2006, Microsoft sort le framework .NET 3.0. Vous allez me dire, mais on fait du Flutter, que vient faire Microsoft là-dedans? Eh bien, bizarrement, ils ont créé un tournant dans le développement logiciel avec le Reactive Programming qu'ils ont implémenté avec le WPF, donc avec leur pattern Observer, le pattern MVVM et tout ce qu'ils ont fait après, ce qu'ils appelaient RX. Donc ils ont développé une quantité assez astronomique de packages sur à peu près tous les langages. On a eu du RX Java, on a eu du RX Dart, on a eu du RxJS, et tout ce qui va bien. Donc au départ, tout a été développé par Microsoft. Aujourd'hui, la plupart sont repris par les communautés, mais ça reste encore aujourd'hui très utilisé. Et en Flutter, c'est totalement intégré. Enfin, le RX Dart existe encore, mais il est là juste pour des opérations sur des streams. Mais les streams sont nativement inclus dans le langage Dart. Un stream, c'est quoi? Un stream, c'est un flux d'événements. Okay, là, on a un stream de couleurs. Okay, donc, on a le premier événement qui est la couleur jaune, puis un vert, puis un bleu, puis un autre bleu, puis une erreur, puis une fin. On dit il n'y aura plus rien qui sortira. Okay, donc, si on comparait à un futur, un futur, c'est une promesse. Okay, quand on lance un appel futur, on a une garantie d'avoir soit une erreur, soit un résultat. D'accord? Et bien, le stream, c'est l'exact opposé, c'est-à-dire qu'il ne promet rien.
vous pourrez avoir 1, 2, 3, 15, 100 résultats, ou 0. Et ça permet d'avoir, surtout couplé avec l'injection de dépendance, d'avoir des objets qui restent les mêmes et qui bougent avec le temps. Et forcément, quand on s'abonne à un stream, on reçoit les notifications quand ça change. J'ai écrit 2 articles là-dessus. Si vous suivez ma page Medium, vous verrez, vous pourrez les retrouver. Hop. Alors maintenant, on va passer ici, là. Non, c'est pas le 1, c'est le 2. Hop. Là, vous pouvez retrouver ici. On va passer de l'autre côté sur la partie 2. On voit ici, alors pareil, hein, comme je vous expliquais dans la Clean Architecture, on a la couche data avec le repository LDTO, le Weather Repository. Là, ce que je fais, c'est juste je renvoie un truc aléatoire, okay, pour donner une fausse température. J'avais la flemme de trouver une API de météo. M'en voulez pas, hein, s'il vous plaît. Et donc, il échange un type qui s'appelle WeatherDTO, donc un Data Transfer Object de météo, avec la ville et la température. Donc, ce repository est appelé dans le domaine, avec le use case. Et le use case, lui, met à disposition un stream, okay, qu'il implémente ici. Donc, il fait une boucle. Et sur chaque boucle, il lance un événement sur les deux, sur 2 villes, si je me souviens bien. Ouais, sur 2 villes. Et forcément, dans l'application, on utilise ici, on va chercher le Stream Builder. Mais comme vous pouvez le voir, on ne va pas le chercher directement dans le use case. Vous vous souvenez, les ACL, on va le chercher dans un interactor. L'interactor, c'est le maximum qu'il puisse faire, là, l'interactor. Normalement, il ne fait que passe-plat, éventuellement un petit peu de mapping vers les modèles UI. D'accord? Qui sont les modèles. Enfin, quand on a des entités un petit peu trop complexes, on préfère utiliser des modèles plus simples pour le graphisme. Généralement, c'est pour plus de lisibilité. Et donc ici, on a un Stream Builder, et à chaque événement, on vérifie si c'est une erreur, on vérifie s'il y a de la donnée, sinon on dit que c'est en train de charger, quoi. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, à chaque moment, ici l'interactor, normalement, il est injecté. Vous avez vu, c'est un singleton. Le développement piloté par les tests de comportement, donc le test driven Gherkin, qu'on appelle aussi BDD. Le principe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'éviter les malentendus. D'accord? Donc, on met un langage Gherkin, on automatise ces tests Gherkin pour les mettre dans ce qu'on appelle des steps, qui ensuite vont nous permettre d'implémenter notre code. Et pour ça, on a quelques méthodes de travail avec les PO et les testeurs, qui sont l'exemple mapping. Donc, l'exemple mapping, c'est très simple en fait. On prend tous des exemples réels ou extrêmement réalistes, on en fait des scénarios, okay, et ces scénarios, on les regroupe ensemble et on essaie d'en déterminer des règles. L'exemple le plus frappant que je pourrais vous illustrer, c'est le cul de chouette. Tout le monde connaît le cul de chouette? Non, c'est... Est-ce que tout le monde a vu Kaamelott, la série? Okay, donc le cul de chouette, c'est un jeu avec des règles pas faciles à comprendre, de prime abord. Okay, et les règles, dans toute la série, elles ne sont jamais expliquées. D'accord, donc il faut vraiment voir tous les épisodes pour essayer de comprendre les règles. Et un exercice que je faisais beaucoup, c'était ça, c'est-à-dire qu'on met 2 joueurs qui jouent au cul de chouette, les gens autour prennent des notes, donc expliquent en détail tous les scénarios de toutes les itérations du jeu du cul de chouette, et à partir de là, ils ont pu retrouver les règles. Donc c'est dans cet ordre-là qu'il faut écrire des règles métiers, et pas dans l'autre sens. D'accord? C'est hyper important pour le BDD. Et tout ça, ça se fait quand? Ça se fait pendant le Tres Amigos. Donc le Tres Amigos, c'est un rituel qui doit se faire juste avant le développement, où on réunit, vous le voyez bien, hein, là c'est le PO, là c'est le testeur, et puis là-bas le petit c'est le développeur. D'accord? Donc tous les 3 arrivent chacun avec sa part du taf, ok?
Et à la fin du Tres Amigos, on a un exemple mapping avec 3 à 5 règles et moins d'une dizaine de scénarios. D'accord. Et cet ensemble-là de choses, c'est un contrat. Okay, c'est un contrat tacite qui dit si tous ces tests-là sont automatisés et passent au vert, la carte est finie. D'accord. Donc ça permet, il n'y a plus de mésentente là-dessus. C'est-à-dire que ça a été écrit, ça a été validé à 3, il y a plus de... C'est beaucoup plus compliqué de ne pas se comprendre dans ces cas-là. Du coup, pour la partie technique, moi ce que j'utilise pour faire du BDD en Flutter, c'est BDD Widget Test, qui est un convertisseur de Gherkin en step. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Il utilise le build runner, il va chercher tous les fichiers .feature, parce que les fichiers Gherkin c'est des .feature, et il convertit tout ça en widget test, donc quelque chose qui est parfaitement compréhensible par Flutter, et toutes les lignes du Gherkin sont, le given when then, sont écrits en step. Et après, il n'y a plus qu'à implémenter les tests. Bon, je vais vous montrer ça vite fait. Alors, c'est un autre projet, c'est celui-là. Hop là. Donc, on est ici. Alors, j'ai fait qu'un test. Hein. Hop. Pendant qu'il s'exécute, je vais vous montrer. Le test, il est là. OK. Hop. Donc ça, c'est un scénario de test. Donc on a la feature qui décrit le comportement global qui est attendu dans tout le fichier. OK. Donc c'est une fonctionnalité dans le sens le plus large du terme. Et ici, on a des scénarios qui représentent des tests à automatiser. Donc par exemple, ici, je l'ai fait pour l'utilisation d'une API qui fait des recettes, par exemple. Okay, donc on donne un nom au scénario et chaque ligne ici représente un step. Enfin, la dernière, le zen, représente un step, mais avec un tableau de données. Okay. Et on les retrouve ici dans le... Il est où mon run? Ça, je vais le relancer. Hop. Voilà. Et là. Et dans les reports de test, on retrouve bien recherche de recettes par mot-clé, et on retrouve bien ici, l'utilisateur effectue une recherche par mot-clé. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous refaites un scénario, que vous réutilisez les mêmes steps, alors là c'est des données dynamiques, toutes les steps sont réutilisables normalement. Elles doivent être prévues pour. Okay. Dans le code, hop, on a... peut-être agrandir un peu. Hop. En fait, ce qu'a généré BDD Widget Test, c'est ça. Okay. Donc ça, il ne faut absolument pas y toucher parce que il est rechangé à chaque fois. Okay. À chaque fois qu'on lance un build runner, il sera changé. Okay. Et derrière, il a généré tous ces trucs-là, ici, qui sont des steps. Donc on est ici, j'appuie sur le bouton. Donc après, vous voyez, c'est du widget test. Hein. Regardez. Hop, je cherche un widget avec du texte. Hop, je clique dessus et j'attends. Bah voilà. Quand je lance l'application, bah, j'initialise mon truc. Je définis mon flavor comme test, enfin mon environnement comme test, etc. etc. D'accord. Donc c'est vraiment les steps, et on peut la réutiliser, là l'application est en cours, on peut la réutiliser dans toute l'application tout le temps. OK. Alors pour la gestion d'état, personnellement j'ai voulu mélanger Block et Viper. Block pour Business Logic Components et Viper pour comment ça s'appelle déjà, Vue, Interactor, Presenter, Entity et Router. Voilà. Merci pour celui qui m'a soufflé, j'ai pas vu qui c'était. C'est sympa. Donc le bloc c'est ça. Okay, on a notre interface utilisateur, notre widget, qui reçoit un state du bloc et qui envoie des événements au bloc. C'est pas plus compliqué que ça en vrai. Et l'adaptation de Viper avec le bloc, on peut l'appeler reblock si on veut, c'est on a notre vue qui dialogue avec le bloc, exactement comme là, sauf que la vue a aussi ici le routeur, d'accord, elle implémente son routeur grâce à l'injection de dépendance. Et en dessous, le bloc, lui, appelle l'interactor qui, lui, appelle le use case. Il n'appellera jamais le use case directement parce qu'on a besoin d'une couche d'ACL pour protéger notre domaine. On va revenir sur le stream de météo
que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vous ai montré là, non c'est pas le use case que je vous ai montré, c'était celui-là. On avait fait un stream builder. Là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un bloc qui convertit le stream en state. D'accord. Hop. Donc tout le reste est pareil. La seule différence, c'est que j'ai un composant view qui utilise le block builder, un composant page qui initialise le bloc, ici, et un user block. Et le view, en fait, vous avez trois types d'alimentation de blocs. Vous avez le block builder qui, à chaque changement d'état, va reconstruire la vue à l'intérieur. Il y a le block listener qui, lui, va rien changer dans la vue. Il va juste faire des actions annexes, okay, qui n'ont pas d'incidence sur l'UI. Et vous avez le block consumer qui fait les deux. Enfin, selon ce que vous voulez. Okay. En tout cas, il donne l'opportunité de faire les deux. Et donc, dans le bloc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des événements, comme je vous l'avais expliqué. Hop, les événements qui sont là. Donc, pareil, là, on utilise beaucoup l'héritage dans la programmation orientée objet. Donc, on a un weather event et on a tous les autres qui étendent le weather event. Et la même chose pour les states. Hein. Il n'y a pas de différence là-dessus. C'est le même principe de fonctionnement. On utilise l'héritage au maximum. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez visuel et de ne pas trop se tromper, quoi. D'accord ? Alors là, ici, j'ai utilisé un stream subscription avec un abonnement manuel à un stream. Il faut savoir que le Flutterblock permet autre chose. J'avais un exemple ici, je crois. Il est où ? Est-ce que je l'ai ici ? View, component. Ouais, le bloc, il est là. On peut faire plus simple avec un emit.onEach. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute le stream et à chaque fois, il lance, à chaque fois que le stream émet un événement, il lance la méthode associée avec le contenu de l'événement. D'accord ? Et donc ici, ce qui se passe, c'est que j'écoute forcément mon stream et à chaque fois que l'API me retourne une nouvelle donnée, je mets à jour, j'ajoute un state à la liste des states. D'accord ? Super. Pour la partie routing, j'utilise GoRouter parce qu'il est facile d'accès, qui me permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires comme les custom transition routes, le shell route. En fait, ce que je fais, c'est que je crée une classe router à la racine, je l'injecte dans mon injection de dépendance. Et une fois que je l'ai comme ça, en fait, toutes mes principales features UI ajoutent eux-mêmes leur propre route. Ça permet que la responsabilité soit vraiment concentrée dans le répertoire de la feature UI. D'accord ? Et donc, je mets à disposition cette méthode-là qui est add-route. Donc après, là, je fais un transition route parce que j'aime bien avoir mes propres animations de passage d'une page à l'autre, mais c'est pas obligatoire, quoi. D'accord. Ensuite, pour gérer mes environnements, j'utilise Flutter Favorize. Flutter Favorize, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous faites un fichier YAML avec toute votre configuration d'environnement. Donc là, par exemple, j'ai des bundle ID, enfin application ID pour Android, mais on se reconnaîtra, spécifiques pour chaque environnement. Alors parce qu'en fait, comme ça permet d'avoir les... Là, j'ai 4 environnements, ça me permet d'avoir les 4 icônes sur mon smartphone. C'est quand même beaucoup plus pratique pour tester. Mais on peut mettre d'autres choses, hein. Il y a d'autres éléments de configuration, on peut mettre des variables globales, on peut mettre des choses qui sont utilisées après dans l'application. Là, j'ai vraiment fait au plus simple. Et en fait, une fois qu'on a fait ce fichier de configuration, on lance le Flutter Pub Run Flutter Favorize. Il se base sur ce fichier XML-là, il reconfigure tous les projets Android, macOS, iOS, etc., etc. À savoir que les flavors ne fonctionnent pas en web, ils ne fonctionnent pas en Windows, ils ne fonctionnent pas en Linux. Et donc pour ça, Flutter Favorize a trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'il crée un main spécifique pour chaque environnement. Donc on fait le flavor plus le T, le -T espace main de mon environnement. Ça marche bien en vrai, ça marche super bien. Là vous allez me dire, c'est super, tu m'as craché plein de trucs, je vais rien retenir, franchement t'abuses.
Vous auriez raison, vous auriez raison. Mais j'ai eu envie de vous faciliter la vie, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un starter kit. Donc tout ce que je vous ai dit là, il est déjà implémenté sur un repo, sur GitHub, en open source, sous licence MIT. Vous avez juste à le forker, à implémenter vos features, commencer à faire vos premiers tests de BDD, jouer avec. Vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez, c'est à dispo. J'essaie de le mettre à jour le plus possible. Mais dans tous les cas, il est disponible. J'ai même rajouté un rétrofit, pour ceux que ça intéresse. Hop. Merci, c'est enfin la fin. Je vais pouvoir vous laisser tranquille. Quelques petits conseils de lecture. Le livre Clean Architecture d'Uncle Bob, c'est la Bible pour tous ceux qui veulent faire de la clean. Ensuite, le Domain Driven Design, alors il est difficile à lire, mais il est quand même extrêmement intéressant. Et pour ceux qui veulent juste s'initier, en tout cas commencer à apprendre la culture du craft, Octo sort régulièrement des livres blancs. Celui-là, Culture Code, était très bien. Et ici, vous avez deux QR codes, l'un pour le Starter Kit, donc ça vous conduit directement sur GitHub, et l'autre vers mon article Clean Architecture. Merci beaucoup. Alors on a vraiment du temps pour des questions, donc n'hésitez pas. Non, c'est bon, c'était très clair. Ah. Je me disais bien aussi. J'ai peut-être loupé une étape parce que j'ai eu une petite interruption pendant la présentation, mais du coup, je n'ai pas vu si tu utilisais du monorepo. Là, pour celui-là, non, parce que c'est un starter kit Flutter, donc il n'y a que du Flutter dessus. Mais je pratique les deux. Je pratique vraiment les deux. Je peux faire du monorepo aussi. J'ai un autre starter qui lui est plus sur du SaaS, avec le back, l'infra, la totale sur un seul repo. Et tu aurais tendance à préconiser quoi du coup? Tout dépend de l'objectif, en fait. Si vous avez des équipes front, des équipes back qui communiquent pas souvent, ou qui travaillent pas dans les mêmes bureaux, par exemple, ben faut faire plusieurs repos. Il n'y a pas d'intérêt à les mettre dans le même, quoi. C'est vraiment quand on a beaucoup de développeurs full stack, ou qu'on lance quelque chose, ou qu'on veut quelque chose de réutilisable dans l'ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Merci pour la présentation. Quand tu nous montrais là tes tests avec toutes les steps décrites, ainsi de suite, ça génère vraiment les fichiers qu'on trouvait derrière? Oui. Et donc, ça requiert qu'on soit très rigoureux sur l'écriture des steps si on veut réutiliser ce qui est déjà... C'est pas là, c'est là. Oui, il faut être rigoureux dans tous les cas là-dessus. Et est-ce qu'on peut pousser le vice et créer des defines en fait? Des defines? Ouais, des constantes pour risquer moins d'erreurs. Parce que recopier du texte, quand tu crées tes steps, l'application est lancée par exemple dans ton given. Ouais. Une chance sur deux de faire une faute de frappe. Pas forcément parce qu'il le repérera. En fait, ce qui se passera, c'est que si je rajoute par exemple ici quelque chose, hop, il en a relancé un, et donc on regarde, il a créé normalement ici. Je le vois pas. Et où mon actualisation? Ah, il est là, wallet from disk. Hop, il en a créé un nouveau. On voit bien qu'il en a créé un nouveau. Okay. Et par défaut, il met une implemented error. Donc forcément, tu auras une erreur, machin, tu te rendras compte que finalement ton test, on va le tester aussi le test, hein. Hop, tant qu'à faire. Et tu vois que le test il passera pas, parce que c'est pas implémenté, quoi. Et du coup, après, tout ce que tu as à faire, c'est retrouver le bon step, et normalement ça marche. Est-ce qu'il a fini de mettre à jour? Ouais, il a fini. On lance les tests. Après, normalement, sur la plupart des IDE, tu peux avoir une autocomplétion si tu configures bien le truc. Ça marche, merci.
Pour les modules, tu en as créé du coup sur ton architecture et tes modules, tu les sépares aussi en couches clean? Mes modules. Tu les sépares via data, domaine et après une couche UI ou pas du tout? Non, non, dans un premier temps, ce que je fais, là dans le starter kit, il est là. Ce que je fais, c'est que je fais la couche core qui, elle, contient mes éléments d'injection de dépendance, donc ma configuration. J'ai une configuration pour le dev, pour la pré-production, etc. J'ai ma couche network avec une implémentation et un stub. Donc tu vois ici, là, le stub, j'utilise Duo-Mocked Response, qui est un package que j'ai créé qui... c'est un intercepteur en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il intercepte les appels que tu envoies à l'API et au lieu d'aller les chercher sur le réseau, il va les chercher sur un fichier JSON qui est en local, d'ailleurs qui est configuré juste là, et qui te donne les choses. L'objectif, c'est vraiment d'éviter le plus possible les mocks. Je ne sais pas si vous connaissez Eric Elliott, donc c'est une figure reconnue du développement JavaScript. Et il a écrit un article super là-dessus qui explique que en fait, quand tu crées des mocks, tu crées du code smell parce que tu passes plus de temps à les maintenir qu'à les utiliser au final. Ça a répondu à ta question Du coup, enfin ouais, là t'as pas créé de module pour faire des choses spécifiques pour ton architecture, quoi. Non, et en fait, on est en Flutter, tu vois, c'est pas de l'Android. On n'a pas spécialement besoin de créer de module, mais tu pourrais, tu vois, là, l'approche que j'ai, c'est une approche couche centrée, c'est-à-dire que j'ai la couche data avec tous mes DTO, tous mes repositories, la couche domaine avec toutes mes entités, tous mes use cases, et ma couche UI avec toutes mes features graphiques. Mais tu pourrais le faire dans l'autre sens en disant je garde que mon corps, tu vois ici, hop. Et en dessous, c'est directement tes features. Okay. Et dans tes features, tu aurais le data domain UI. Ce serait tout à fait possible. Mais c'est tout de suite plus compliqué à prendre en main que cette architecture-là, qui est vraiment la version la plus simplifiée de la CleanArchi. Enfin, je pense, en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? En fait, je voulais répondre à ta remarque. Pour l'avoir testé, j'ai testé de modulariser. Je parlais de monorepo, en fait, un peu dans la même idée. Et le problème, c'est que clairement, Flutter n'est pas du tout pensé pour. Et ça crée de grosses difficultés que tu peux résoudre avec des libs externes, mais c'est vraiment pas du tout comme Android là-dessus. T'as pas d'outil qui est pensé pour que ça fonctionne comme ça. Donc c'est plus compliqué à gérer et ça peut te rajouter en fait des complexités supplémentaires qui sont assez complexes. Je pense qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci.